De nombreux contrôles sur les routes de Pentecôte, la peur du gendarme pour inciter à lever le pied, mais aussi les dépistages de cannabis. Un week-end marqué par enfin le retour du beau temps. Le Parti socialiste, toujours secoué par les propositions de Ségolène Royal sur la sécurité, l'encadrement militaire des jeunes délinquants ne serait pas retenu dans le projet socialiste, indique François Hollande à Strasbourg lors des États généraux du PS. La polémique se poursuit. La thalidomide, ce médicament maudit pendant près de 50 ans, fait l'événement du congrès américain de cancérologie. Ce produit à l'origine de malformations graves chez le fœtus s'avère être une arme anti-cancer étonnante. Les 60 ans du Solex, un 2 roues devenu objet de collection, objet culte qui a marqué toute une époque. Un parfum de nostalgie avec cet anniversaire qui rassemble quelques-uns des plus beaux spécimens. Johnny Hallyday entame une gigantesque tournée, un flashback tour qui devrait attirer 1 million de spectateurs au total, avec tous ces anciens titres qui ont résonné hier soir pour le coup d'envoi, comme il y a 45 ans, lorsque l'idole des jeunes se produisait pour la première fois au Palais des Sports. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ce week-end de Pentecôte, plus de la moitié des Français ne travailleront pas lundi prochain. C'est du moins ce qu'indique un sondage paru ce matin dans Le Parisien. Week-end férié chômé, avec une circulation plutôt fluide sur les grands axes. Prudence, bien sûr, si vous prenez le volant. Des contrôles sur les routes sont en place. Contrôle de vitesse, mais aussi dépistage de stupéfiants, comme nous le montre ce reportage de Johan Malka et Lionel Langlade. Autoroute du Nord en provenance des Pays-Bas. Les policiers l'appellent la route du cannabis. Au volant, le cannabis est la 3e cause de mortalité après la vitesse et l'alcool. Et pourtant, les contrôles comme celui-ci sont exceptionnels. Le chien prévient son maître. Cela s'appelle un marquage. Il vient de repérer du cannabis et les policiers en trouveront en effet. Le chauffeur lui aussi est testé. Analyse d'urine, prise de sang à bord de ce bus commissariat. Le médecin Marc s'inquiète du mélange alcool-cannabis au volant. On fait ce recueil, il faut quelques millilitres et on va faire l'analyse immédiatement. Voilà, l'alcool en lui-même et le cannabis vont provoquer des troubles de la conduite et des risques augmentés. Et l'association des deux potentialise, augmente, multiplie le risque. Et on arrive à 15 fois le risque qu'aurait un conducteur qui n'est pas sous l'influence des produits lorsqu'il est sous l'influence des deux et au volant. Le test du jeune conducteur est positif. Dans les urines et dans le sang, des traces de cannabis. Je fume de temps en temps des joints, c'est rare. Peut-être 1 joint, 2 joints par jour. Quand il y a des festivités. Sinon, à part ça... Les dangers sur la route. Les dangers sur la route, il n'y en a pas. Le chauffeur est placé en garde à vue. Il encourt 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Des peines de plus en plus lourdes depuis 3 ans. Hier soir, les CRS et les douaniers ont contrôlé plusieurs centaines de véhicules. Ils ont saisi 400 grammes de cannabis, un peu de cocaïne, un bon bilan selon eux. De la répression, un peu de prévention pour changer, espère-t-il, les comportements. Et on n'attendait plus que lui, le soleil, qui a fait une apparition très remarquée sur une bonne partie de la France aujourd'hui. Des températures à la hausse, pas toujours de saison, mais de quoi satisfaire les vacanciers. Il faisait beau notamment en Bretagne. Aujourd'hui, Jacques Deveau, Fabien Delory. Embouteillage à l'entrée du port de Saint-Malo. Tout ce qui flottait sur l'eau, la météo radieuse, est une véritable bénédiction pour les plaisanciers. C'est magnifique, c'est un bel bateau et le temps fait beau. Tout chose, c'est bon. Un peu plus loin, c'est en famille qu'on prend la mer pour une croisière vers l'archipel de Chausey. C'est super, ouais, très bien. Surtout que le mois de mai était pas très bon. Enfin, on est parti quand même, mais là, on va apprécier. Ouais. Regarde, hop là. Oh, super. On embarque les provisions de bord. Le groupe de copains part pour une semaine en mer. Cette année, on va faire plutôt de la côtière. Puis on a des pêcheurs émérites cette année, quoi. Donc, on va se trouver des petits coins sympas et puis pêche. L'objectif, c'est Ouessant. Objectif, c'est Ouessant. Voilà. Sur la plage de l'Écluse à Dinard, les peaux ne sont pas encore très bronzées. Certains hésitent même à retirer la petite laine. Qu'importe, le soleil est là et on en profite. Il faut du soleil parce que les gens sont moroses. Ouais. Donc là, c'est top. On va prendre le boulot à fond. Après un hiver très très long, on est super content. Non, c'est formidable, c'est l'avant-goût des vacances. Les plus courageux se jettent à l'eau. Mais la surprise est de taille.
15 degrés, mais bon, je dirais que c'est vivifiant pour l'organisme, hein, c'est bien, ça réveille. Et quand on sort dehors, là, on n'a pas froid du tout, là, je peux vous dire. Hein. Avec ce week-end de Pentecôte, enfin le rivage prend ses ambiances estivales. Les glaces trouvent preneurs, les terrasses se remplissent et les routes redécouvrent leur long cortège d'automobiles. Pour éviter tout débordement, la manifestation pro-ours prévue initialement au pied des Pyrénées s'est déplacée sur le bitume à Toulouse. Ils étaient quelques centaines à manifester, une mobilisation demi-teinte mais sans incident, les opposants ayant renoncé à faire le déplacement. Muriel Lassaga, David Bress. Ils se sont donc retrouvés à Toulouse, moins nombreux que prévu, mais tout aussi motivés. Ils sont écolos, citoyens, éleveurs même, bref, de tous horizons. Tous pour la survie de l'ours dans les Pyrénées. Un ours qui divise et rassemble aussi. Gens de gauche, gens de droite, pour l'ours, ils sont d'accord. Tous les anciens ministres qui ont eu en charge ce genre de dossier sont là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la difficulté de ces dossiers et ils savent très bien qu'il ne faut pas opposer les ours et les bergers. Si l'homme veut vivre sur une planète sans grands animaux, sans éléphants, sans lions, eh bien, il peut refuser l'ours. Et ça, c'est une responsabilité majeure devant, en fait, ce qu'il est, c'est-à-dire une espèce. Des arguments, ils en ont, tout autant que ceux qui contestent la présence de l'ours. Ça fait 150 ans qu'il n'y a pas eu d'attaque d'ours en France. Par contre, en 3 ans, il y a eu 150 morts par les chasseurs, par exemple. Et les chasseurs, les guêpes font une vingtaine de morts chaque année en France, on n'en parle pas beaucoup. Au lendemain du 4e lâcher d'un ours slovène, ces manifestants se sentent rassurés quant à la continuité du programme de réintroduction. Ils demandent des ours dans les Pyrénées, eh bien a priori ils en auront d'autres puisque l'État s'est engagé à réintroduire le 5e ours slovène d'ici la fin du mois de juillet. L'inquiétude demeure à Mérignac pour les salariés de l'usine Sogerma et la mobilisation ne faiblit pas. 3000 personnes selon les organisateurs dans les rues. À ce jour, le groupe EADS affirme qu'il fera tout pour conserver la moitié des emplois. Ce matin, une manifestation avait lieu à Bordeaux. Francis Mazoyer et Bernard Bonarme. Message d'espoir sur leur t-shirt blanc, les employés de la Sogerma sont en tête de cortège à Bordeaux. Message en trompe-l'œil car beaucoup ne croient pas au plan de sauvetage de 500 emplois annoncé par EADS. Un peu plus tôt à Mérignac, des familles entières rassemblées dans la même crainte du chômage ou d'un déménagement forcé. Si on n'est pas mobile, on risque de se retrouver au chômage tout simplement. Ça va être difficile de retrouver un emploi dans la région. Ça fait des mois qu'on ne dort pas ou qu'on dort très mal et que malheureusement on ne voit pas d'issue. Ce t-shirt devenu symbole de la mobilisation, certains retraités de la Sogerma l'ont aujourd'hui revêtu par solidarité. Tous les jours je pleure, hein. Ça me fait mal au cœur. Hein. Ah oui, hein. Vous pourrez leur dire à Villepin et à tout ça, hein. Vous pourrez leur dire. Hein. Aujourd'hui, il est question d'un processus de réindustrialisation du site. L'arrivée d'un éventuel repreneur pour une partie de l'activité est l'une des nombreuses zones d'ombre. À l'issue du moratoire le 30 juin, EADS devra divulguer son plan pour sa filiale Sogerma. D'ici là, il devrait y avoir d'autres actions des salariés et peut-être une journée ville morte à Mérignac. Dès hier, François Hollande, dans notre journal, prenait ses distances avec les propositions de Ségolène Royal d'encadrer militairement les jeunes délinquants. Aujourd'hui, le patron du PS à Strasbourg indique que cette idée ne sera sans doute pas retenue dans le projet que défendra le ou la candidate investie. Mais en attendant, la polémique n'est pas éteinte. Arnaud Boutet, Christophe Dédart. Les socialistes venaient parler d'Europe, mais c'est elle, une fois de plus, qui concentre tous les regards. Avec ses mesures sur la délinquance, Ségolène Royal gêne ses amis, y compris le premier d'entre eux. Hier, François Hollande reconnaissait qu'il ne partageait pas toutes les propositions de sa compagne. Aujourd'hui, il veut calmer le jeu. Pas de polémique, pas d'attaque, tout simplement le débat jusqu'au bout. L'encadrement militaire pour les jeunes délinquants, la mise sous tutelle des allocations familiales. Rien de tout cela ne devrait figurer dans le projet PS et pourtant, la polémique demeure. Je crois que toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre, car on ne va pas aller chercher nos idées trop loin de ce qui constitue nos valeurs. Il n'est pas question de dire, lorsqu'il y a des délinquants, ce sont les militaires qui vont s'en occuper. Ce n'est pas le rôle des militaires. Face au front anti-royal, Jack Lang lance un appel. Je m'adresse à chacun d'entre nous. Faites baisser la fièvre. Reprenez, chers camarades, un peu de calme. Hier soir, les sourires cachaient mal la tension entre Martine Aubry et Ségolène Royal. Martine scandait les militants. Sur son siège, Ségolène encaisse
et la série ne fait que commencer. Non, attendez, non, s'il vous plaît. Propos militaires, Voilà. Ségolène, qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Ça fait énormément de polémiques. Sarkozy t'applaudit, c'est quand même vachement important qu'on ait ta réponse à cette question. Et c'est la maire de Lille qui assène le dernier coup de griffe. Je pense qu'on ne peut pas régler les problèmes des jeunes en les mettant dans des centres d'internement militarisés. Piqué, l'intéressé bondit. Depuis quand est-ce que l'uniforme des pompiers, des gendarmes et des militaires ne serait pas socialiste? Enfin, ils sont des citoyens comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ségolène Royal, fille de militaire, retourne la salle, opération réussie. Et ce sont les militants qui devront trancher le moment venu. C'est eux qui choisiront celui ou celle qui défendra le projet socialiste à la présidentielle. Des militants de plus en plus nombreux, puisque pour la première fois, le parti compte 200 000 adhérents. Une fièvre d'adhésion depuis l'ouverture sur Internet, il y a 2 mois. Une vague de nouveaux arrivants qui pourrait changer la donne. Hélène Hugues, Patrice Brugère. À Marseille, ce jour-là, c'est Jack Lang qui s'occupe des nouveaux adhérents. C'est lui au PS qui est chargé de les accueillir, leur expliquer le fonctionnement, répondre à leurs interrogations. Première main, le CPE, dégagé. Le CNE, dégagé. Les réformes des retraites, à revoir. Vous ou tu, je ne sais pas comment on peut dire, tu as réussi en quelques mots à résumer quelques-unes de nos revendications. C'est ainsi, au PS, on s'appelle camarade et on se dit tu. Le nouvel adhérent devra s'habituer. En général, c'est un homme, plus jeune qu'avant, 43 ans au lieu de 55, actif, 66% sont salariés et diplômés, 54% ont au moins Bac+3. S'il a franchi le pas, c'est aussi parce qu'Internet lui a facilité la démarche. Alors je le fais maintenant parce que les procédures sont beaucoup plus simples. Jusqu'à présent, ça faisait un peu club fermé, comme dans tous les partis politiques. Mais surtout, l'adhésion avant le 1er juin lui permettait de choisir le candidat du PS pour 2007 et ils sont nombreux à afficher déjà leurs préférences. Je vote 100% Ségolène Royal. Ségolène Royal est la personne qui, à mes yeux, est la plus appropriée. 75 000 nouveaux adhérents auront ainsi voix au chapitre. Les contestataires craignent que leur parti perde son identité. Avec cette mesure, on passe allègrement d'un parti de militants à un parti de supporters pour les différentes écuries présidentielles. Les nouveaux militants pourront également voter le projet du PS sans toutefois pouvoir l'amender. Cela nous rappelle ce que faisait le Parti communiste. Ça s'appelait au Parti communiste le centralisme démocratique. Là, nous allons pouvoir l'appeler le centralisme non démocratique. 200 000 adhérents au PS, 216 000 à l'UMP. La course de vitesse est engagée entre les deux partis pour gagner la bataille des cartes avant d'attaquer celle des urnes. Politique enfin avec la fête annuelle de lutte ouvrière. Après, dans le Val d'Oise, Arlette Laguiller, qui sera candidate en 2007, veut être la voix qui défend les travailleurs. Hélène Hugues, Olivier Robert. Comme toujours à lutte ouvrière, c'est Arlette qui donne le tempo. Du rap pour les grands, des jeux pour les enfants, ainsi va la fête annuelle de Hello. Avec derrière chaque stand, chaque activité, un message politique. À l'atelier dessin, les enfants arrivent à y échapper. Ce que c'est un marteau et une serre panoramique qui va couper la potion magique qui prend une serpe. La galaxie lutte ouvrière a quelque chose d'un village gaulois. Ici, les travailleurs résistent contre l'ennemi de toujours, le capitalisme, et ceux qui à leurs yeux le servent. On les a vus depuis 30 ans se relayer au pouvoir et bon, en fait, ils servent toujours les mêmes, les capitalistes, les nantis, exonération de cotisations sociales, exonération fiscale, et puis la ceinture pour les travailleurs. Au jeu de massacre, à côté des cibles à succès garanti, il y a maintenant 2 femmes à abattre. Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, et Ségolène Royal. Faire du Sarkozy, même en pleurant sur les souffrances des pauvres des cités, c'est quand même donner de la crédibilité justement aux idées de Sarkozy et plus largement d'ailleurs aux idées de l'extrême droite. La droite et les socialistes renvoyés dos à dos, Arlette Laguiller confirme qu'elle est bien candidate en 2007 pour défendre les travailleurs. C'est l'État qui paye une grande partie.
Il y a les cours d'instruction civique dans les écoles. Il y a aussi ce petit guide pour apprendre aux plus jeunes qu'il y a d'autres lois que celles du plus fort. Ce manuel était présenté aux élèves de l'Essonne, l'occasion d'ouvrir un débat dans ce lycée de banlieue parisienne. Yohan Malka, Patrice Hacher. La loi, elle dit quelque chose sur l'idée du port d'armes, sur l'idée de blesser quelqu'un. Va-t-on en prison lorsque l'on détient une arme illégalement? Est-ce que vous savez ce qu'elle dit? Quelle peine pour des violences volontaires? Quand on parle de la loi à ces lycéens, on obtient souvent la même réponse. Vous savez pas? Face à cette ignorance, des éducateurs de l'Essonne ont créé ce guide intitulé Ado, ambassadeur de la loi. Pour faciliter la compréhension des élèves, la loi se raconte à travers des histoires vraies. 50 scénettes pour débattre sur les armes, la drogue ou le viol. Vous considérez que c'est un vol ou c'est pas un viol, selon vous? Si, c'est un viol quand même. C'est pire même. Est-ce que par exemple, tu connaissais la peine qu'on encourt en cas de viol? Ou est-ce que tu l'as découvert avec ce bouquin? Je viens de la découvrir là et c'est surprenant quand même. Tu ne doutais pas que c'était aussi important? Ah non, je me doutais pas que c'était... Je croyais que c'était 1 an de prison au maximum. Rendre la loi accessible à tous, c'est l'ambition d'Amarény. Éducateur de rue, il porte le projet ambassadeur de la loi depuis plus de 15 ans. Pourquoi il faudrait mettre des magistrats qui mettent 10 ans d'études? On demande aux jeunes que nul n'est censé ignorer la loi, on leur demande à eux de la comprendre et sans même avoir bénéficié d'un apprentissage. Agréé par l'Éducation nationale, l'ouvrage sera disponible à la rentrée prochaine dans tous les établissements scolaires de l'Essonne. La sécurité dans nos assiettes, avec cette étude européenne qui constate que les pesticides contaminent la moitié des fruits et des légumes que nous consommons. Un chiffre inquiétant, un chiffre qui est à la hausse. José Blanc-Lapierre, Fabien Tormos et Philippe Mugerin. Tout frais, tout beau, mais pas seulement nourri d'air pur et d'eau fraîche. Souvent, fruits et légumes doivent leur bonne mine à un petit coup de pouce chimique. Des traces que l'on retrouve dans nos assiettes et qu'une étude européenne vient de détecter dans 47% de végétaux analysés. Une goutte de trop dans le jardin des écologistes. Il faut absolument que les choses changent et s'améliorent, sinon on risque d'avoir des problèmes sanitaires importants. Enfin, il y a des baisses de fertilité actuelles qui sont complètement inexpliquées et qu'on pense être très liées aux pesticides. D'après les médecins, on sait encore peu de choses sur les conséquences des engrais sur la santé des consommateurs. Mais en revanche, il est certain que les plus menacés sont les agriculteurs eux-mêmes, en contact direct avec les produits toxiques. Les maladies dégénératives du système nerveux arrivent plus tôt chez les utilisateurs de ces produits. On a vu ça dans les cohortes d'agriculteurs. On sait aussi que certains cancers, qui sont connus comme liés aux pesticides, sont plus fréquents parmi les agriculteurs que parmi la population générale. Une polémique dépassée d'après cette exploitante des environs de Tours. Selon elle, le nombre des produits phytosanitaires autorisés en France ne cesse de baisser. Elle rappelle également les efforts réalisés progressivement par les agriculteurs. On a développé depuis quelques années un certain nombre de méthodes de lutte alternatives pour protéger nos cultures d'un certain nombre de prédateurs qui empêcheraient de produire les légumes. Par précaution, les médecins recommandent de bien laver et d'éplucher avant de savourer. On passe à la médecine et c'est la thalidomide, ce médicament maudit pendant près de 50 ans qui fait l'événement du Congrès américain de cancérologie. Devant 40 000 spécialistes, cette étude coordonnée par le CHU de Lille montre que ce produit, à l'origine de malformations graves chez le fœtus, s'avère être une arme anti-cancer étonnante. Jean-Daniel Flézaquier, Alexandra Renard. À 66 ans, Daniel Wallet cultive son jardin et une envie de vivre tenace. Depuis 8 ans, il souffre en effet d'un myélome multiple, une forme de cancer développée à partir des cellules de la moelle osseuse. Ces tumeurs ont en particulier tendance à détruire les os, comme on peut le voir ici sur cette radio de crâne, ou bien encore sur cette image IRM où la tumeur a rongé littéralement la vertèbre. Daniel a été traité par chimiothérapie, il a eu une greffe de moelle osseuse à partir de ses propres cellules, et un jour de 2002, on lui a proposé d'essayer la thalidomide. Retour 50 ans en arrière. Mise au point en Allemagne, la thalidomide est donnée aux femmes enceintes pour calmer les nausées du début de la grossesse. Mais les essais sur l'animal ont été mal faits et des centaines d'enfants vont naître atteints de graves malformations des membres. La thalidomide devient un produit maudit jusqu'à la fin des années 90, quand un laboratoire américain, Celgene, lui découvre d'étonnantes propriétés anticancéreuses. C'était un médicament qui avait une réputation terrible dans les années 50. Quand on fait confiance, non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Il faut y aller, il faut faire confiance. Et j'ai dit, je vais essayer. On verra bien par la suite.
Confiance apparemment justifiée, puisqu'une étude menée dans des hôpitaux universitaires francophones vient de montrer qu'ajoutée aux corticoïdes, la thalidomide repousse d'environ 1 an le risque de rechute et prolonge d'au moins 2 ans l'espérance de vie par rapport au traitement classique. On améliore nécessairement la qualité de vie dans une certaine mesure parce que les patients ont un myélome qui devient moins actif, ont une maladie qui est tout à fait réduite par le traitement et donc à partir de là ils ont moins de douleurs osseuses, ils sont moins anémiés et leur état général est meilleur. Pour autant, le traitement n'est ni une panacée ni un miracle et Daniel Wallet l'a bien compris. Ma maladie elle est en moi, elle me gêne en rien du tout. Elle m'enquiquine pas. Elle est maligne parce qu'elle sait très bien, si elle m'entraîne, je l'entraîne avec au tombeau. Donc elle est maligne. Alors on se concerte et on est bien. Daniel, un jardinier, mais aussi un philosophe en herbe. En Irak, pas un jour sans un attentat à Bassora. Une voiture piégée dans un marché de la ville a tué 21 personnes, 80 sont blessés. Par ailleurs, dans la capitale, à Bagdad, donc 4 diplomates de l'ambassade de Russie ont été enlevés. Un 5e a été tué. Depuis le début de la guerre en 2003, la Grande-Bretagne, qui fait partie des forces de la coalition, enregistre un nombre de déserteurs croissant parmi ses troupes. Près d'1 millier de soldats auraient refusé de servir, un chiffre que contestent les officiels. Loïc de la Mornay, Dominique Marotel. Quand ils le croisent dans la rue, peu de passants imaginent que ce jeune homme tout de jean vêtu est un ancien membre des SAS, l'une des meilleures unités de forces spéciales au monde. Lorsqu'il est rentré d'Irak pour une permission, Ben Griffin a annoncé à son supérieur qu'il ne voulait plus retourner là-bas. En privé, beaucoup d'autres soldats m'ont avoué qu'ils voulaient en finir avec cette guerre, que les politiciens nous avaient menti. Chaque jour, des civils sont tués par des frappes aériennes ou par des tirs d'artillerie. On en parle moins que le massacre d'Adita perpétré par les Américains parce que c'est plus anonyme. Mais ça revient exactement au même, il s'agit toujours de meurtres de civils. Plutôt que de déserter, Ben Griffin a donc démissionné au cours d'une permission et échappé ainsi à l'accusation de désertion. Cette semaine, la BBC a révélé que depuis le début du conflit, 1000 soldats britanniques avaient déserté. Des chiffres démentis par le ministère de la Défense. Comme en France, la désertion est un crime grave, jugé en cour d'assises. Mais à mesure que l'opinion britannique se retourne contre la guerre en Irak, la justice semble de plus en plus faire la distinction entre la désertion devant l'ennemi et l'absence du service pour raison morale. Je représente actuellement un lieutenant de la Royal Air Force jugé pour avoir refusé de servir en Irak. Il ne voulait pas y aller car selon lui cette guerre était illégale. Certains tribunaux commencent à juger que cet argument atténue la gravité de l'accusation. La désertion est passible de la prison à perpétuité. À la Chambre des communes, des députés ont proposé d'abaisser cette peine, qualifiée de barbare. Les soldats dont nous parlons se tiennent du côté du droit de conscience. Ils devraient être considérés comme les vrais héros. Ceux qui ont eu un jugement sain sur l'Irak sont ceux qui, je le crois, nous donnent un exemple sur l'exercice de la conscience humaine, quel qu'en soit le prix. Débat tendu, mais peine perdue. Le projet de loi sera rejeté par 442 voix contre 19. Les derniers sondages indiquent qu'une majorité de Britanniques souhaitent un retrait rapide d'Irak. Cette semaine, un seuil psychologique a été franchi. En pourcentage, les troupes de Sa Majesté ont désormais perdu autant de soldats que les Américains. Partons pour Rome, où Benoît XVI a béni devant plusieurs centaines de milliers de pèlerins ces communautés nouvelles de l'Église, un terme générique qui englobe des groupements plutôt traditionnalistes, souvent laïques, venus du monde entier. Gérard Grisbeck sur place et Romain Potocki. Ce rassemblement, c'est d'abord une fête, surtout si l'on vient d'Amérique du Sud ou d'Espagne. Ils sont 300 000 sur cette place Saint-Pierre, regroupés par communautés. Et des communautés, il y en a plus d'une centaine. Pour moi, c'est une grande joie de me retrouver avec autant de frères et sœurs du monde entier. Reste à les reconnaître. Les plus nombreux, Communion et Libération, ils jouent un rôle fondamental dans la vie politique italienne. Le pape est adepte du mouvement. Et puis il y a les plus petits qui pensent que ce n'est pas un problème. C'est un appel particulier, comme un autre va être appelé à vivre sa vie chrétienne chez les jésuites ou à vivre sa vie chrétienne dans la vie paroissiale tout simplement. La plupart de ces communautés sont très conservatrices au plan idéologique, à l'exception de Sant'Egidio, investi dans l'aide humanitaire. Les plus marqués à droite, voire à l'extrême droite, sont les légionnaires du Christ dont le fondateur est poursuivi en justice pour pédophilie. C'est très important d'obéir parce que c'est par l'obéissance qu'on grandit quelque part. Restent les Focolari qui ont fait la une de l'actualité le jour de l'enterrement de Jean-Paul II avec ses banderoles réclamant la canonisation immédiate du défunt.
très normal qu'il y ait des expressions différentes au sein même de l'Église, parce qu'elle est appelée à rejoindre chaque homme. Ce soir, Benoît XVI a prononcé son homélie avant de célébrer les vêpres. Le pape a salué l'action de ces militants de la foi catholique, mais il les a aussi appelés à l'obéissance, ce que n'avait jamais fait son prédécesseur. Et là, c'est une différence entre Jean-Paul II et Benoît XVI. À quelques jours de l'ouverture du mondial de football, se déroule en Allemagne le plus grand tournoi amateur du monde. Un tournoi en hommage au gendarme français Daniel Nivelle, sauvagement agressé par des hooligans en 98. Des rencontres qui ont valeur de symbole, lutter contre la violence et le racisme dans les stades. Yasmina Farber, Laurent Desbois. Pedro Feller est un fervent supporter de football. C'est lui qui a créé cette compétition amateur à Leipzig. Une coupe baptisée Daniel Nivelle, ce gendarme français agressé après un match de Coupe du Monde. Sur le chemin du retour après le match, nous avons allumé la radio et alors on a appris cette nouvelle. Une journée noire de la Coupe du Monde de 1998. Le gendarme Daniel Nivelle est passé à tabac à coups de barre de fer. Il ressort d'un coma profond avec des séquelles irréversibles. Son agresseur allemand, Markus Warnecke, a été condamné. Une violence dénoncée par ces joueurs amateurs qui prônent le fair play. Ces jeunes bleus rencontrent par exemple des supporters d'un club allemand, avec une pensée particulière pour Daniel Nivelle. J'ai vraiment eu honte. J'ai eu honte que ce soit un Allemand qui ait fait ça. Je pense qu'on pourrait prendre exemple sur le travail qu'ont fait les Allemands depuis quelques années, justement pour que les événements tels qu'ils se sont passés en France en 98 ne se reproduisent plus. Vrais supporters et policiers sans uniforme cohabitent tranquillement. Des hommes qui seront bientôt sur un autre terrain, la sécurité du mondial. Pour certains matchs, les hooligans seront encadrés par la police dès leur arrivée en Allemagne et nous aurons toutes les informations sur leur déplacement. Des contrôles renforcés aux frontières doivent empêcher certains groupes de hooligans d'entrer dans le pays. Pour ce mondial, l'Allemagne espère ne jamais revoir de scènes de violence comme celle dont a été victime le gendarme Daniel Nivelle en 1998. Roland Garros avec des Français sur les cours aujourd'hui. Nathalie Dechy ce matin s'est heurtée à la Slovaque Daniela Hantuchová. Cet après-midi, exploit pour Julien Benneteau qui s'est qualifié pour les 8e des finales. Julien Benedetto. Le jour de gloire est arrivé, alors Julien Benneteau savoure. Pour la première fois de sa carrière, il est en 8e de finale de Roland Garros. Pour en arriver là, il a battu le sosie d'Ivan Lendl. Comme son illustre compatriote, Radek Stepanek ne joue pas au tennis pour amuser la galerie. Le Tchèque, 11e mondial, a cru bon d'abuser des amortis. Mais Julien le bien nommé avait des jambes de feu. Le joueur de Bourg-en-Bresse s'impose en 4-7. Un petit exploit pour le 95e mondial, un classement qui lui a tout juste permis de participer au tournoi. C'est indescriptible parce que c'est le tournoi préféré pour nous, tout ça. Donc je suis vraiment très heureux de la manière dont j'ai joué, la manière dont j'ai réagi après la perte du premier. J'espère que ça va continuer comme ça. Dans ces moments-là, on est seul au monde. Nathalie Dechy, quelques secondes après sa défaite d'extrême justesse au 3e tour. Passer aussi près à la fin du 3e, c'est dur. Mais malheureusement, c'est tennis. Et dire que la nordiste a servi pour le match contre Daniela Hantuchová. La peur de gagner et les longues jambes de la Slovaque ont eu raison de Dechy. Hantuchová s'impose 18 au 3e set. Les 60 ans du Solex, un 2 roues devenu objet de collection, objet culte qui a marqué toute une époque. Un parfum de nostalgie avec cet anniversaire à Beauvais qui rassemble quelques-uns des plus beaux spécimens. Stéphanie Davoigno, Patrice Hacher. Ça pétarade, ça sent l'essence, ça dépasse péniblement les 30 km/h. Et pourtant, ils ne lâcheraient pour rien au monde leur précieux vélo Solex. 500 irréductibles, lâchés dans les rues de Beauvais. 20 ans que la machine n'est plus fabriquée. Désormais, on achète son Solex en kit et d'occasion. Là, je viens d'acheter des pièces pour réparer mon Solex qui était un peu trop rouillé. Et là, les pièces, elles sont pas rouillées? Non, mais si elles sont trop propres, après, ça va pas aller avec. 100 € pour un cadre de vélo rouillé et un moteur qu'il faudra ensuite entièrement bricoler. Qu'importe, la nostalgie fait vendre. J'ai acheté un magnifique tablier accessoire, le comble du ridicule, mais c'est trop fort. C'est trop fort, ça fait vraiment trop mémé ça je trouve. Et il n'y a pas que les mémés à être atteints de Solex Mania.
Ce vélo à moteur était le moyen de transport des ouvriers dans les années 60. Aujourd'hui, c'est une façon de se donner un genre. Certains collectionneurs en ont plus d'une vingtaine. Le soir, je vais aller voir dans la grange et puis j'en prends un puis je dis allez, toi je t'emmène demain au boulot, quoi. Pourquoi ça continue à plaire comme ça? Je pense qu'il y a déjà son aspect un petit peu désuet qui rappelle l'ancien temps, sans trop aller en arrière. Mais aussi peut-être parce que c'est une machine économique et puis qui a su être sobre tout le temps, tout au long de sa vie. Avec 1 litre et demi, on fait 100 km. Économe et robuste, la recette du succès pour un vélo mythique. 6 millions d'exemplaires vendus en France à l'époque. Aujourd'hui, ces passionnés lui offrent une seconde vie. À Nîmes, sous le soleil et le vent, en marge de la feria du flamenco, revisité par une jeune troupe de danseurs qui ont fait leur classe à Madrid, un spectacle en plein air et en pleine ville, loin des corridas. Hélène Vergne, Nicolas Oer. Dans le port de tête, les costumes jusque la chorégraphie, on retrouve les racines du plus pur flamenco. Mais très vite, le style se veut insolent, plus contemporain. Un esprit de métissage propre à cette troupe, l'une des plus audacieuses d'Espagne. C'est l'équilibre parfait entre le contemporain, le classique et le flamenco. Je trouve que c'est génial. Il n'est pas classique, mais il n'empêche qu'ils avaient les castagnettes, ce qu'on ne voit presque plus dans le flamenco maintenant. Sur scène, 9 danseurs, dont les 2 chorégraphes. Aurel et Carlos ont créé le Nuevo Ballet espagnol il y a 10 ans et provoqué la surprise dans un univers jusque-là très codifié. Notre démarche, parce que nous sommes d'une nouvelle génération, c'est de montrer le mélange que nous avons créé entre les styles de flamenco, de danse espagnole, de ballet classique et de danse contemporaine. Notre public, c'est à la fois un public âgé, un public jeune, celui qui n'a jamais vu de danse ou de flamenco. Et c'est pour eux une nouvelle expérience, absolument. Un spectacle à l'affiche de la feria de Nîmes, tant ici la corrida et le flamenco sont en symbiose. Le torero danse avec le taureau dans l'arène. À la fin, il le tue. Ici, dans le flamenco, il n'y a ni la mort, ni les applaudissements. Une gestuelle commune comme si les 2 chorégraphies s'inspiraient l'une de l'autre. Torero ou danseur, les Espagnols triomphent à Nîmes. C'était hier soir au Palais des Sports. Johnny Hallyday entamait sa tournée marathon, un flashback tour qui devrait attirer 1 million de spectateurs au total, avec tous ces anciens titres qui ont résonné comme il y a 45 ans lorsque l'idole des jeunes se produisait pour la première fois au Palais des Sports. Bruno Ledreff, Bruno Giraudon. Apparemment un problème de diffusion dans ce sujet, peut-être qu'on va le retrouver. Tout aussi inoxydable, les Rolling Stones, pour les fans qui devaient assister au concert au Stade de France les 3 juin et 2 juillet prochains. Ils pourront échanger leurs billets pour le concert repoussé au 28 juillet. Une seule et même nouvelle date, les Rolling Stones qui ont dû reporter leur tournée européenne après les problèmes de santé du guitariste Keith Richards. Et on retrouve tout de suite Johnny Hallyday après ce petit problème de diffusion de cassette. C'est ce qu'on appelle la stratégie du premier rang. Car pour un vrai fan de Johnny, un concert, ça s'écoute forcément au pied de l'idole. Pour nous, c'est vrai, c'est un dieu et c'est magnifique d'être au premier rang, quoi. Et pour être au premier rang, il faut se lever tôt. Je suis parti à 6 h, je viens de Belgique. Namur. Il fait combien de concerts de Johnny? 150. Et vous, monsieur? Ouais, c'est ma centaine cette année, moi. C'est parti pour un de plus. C'était le tout premier jour de la nouvelle tournée. Et quelques minutes avant le concert, Johnny Hallyday était un peu tendu. C'est nouveau, on ne l'a pas encore présenté au public, le public ne l'a pas encore entendu.
Alors on est toujours un petit peu... C'est pas du trac, c'est de la nervosité un petit peu. On espère que tout se passe bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on donne à chaque fois les limites de nos possibilités. Ouais, mais là, on entend vos fans. Vous savez, ça aussi, ils sont avec vous, non? Vous savez, ça aussi, même quand on est des fois fatigué, ça donne envie d'y aller. Allons-y. On meurt tous malheureusement un jour. Si je dois mourir, eh bien, j'aimerais bien que ce soit sur scène. Comme vous dire. Mais vous savez, j'ai l'envie d'avoir... Les gens me donnent envie d'avoir envie. Génial! Génial! Ça s'est passé pour le bébé, là? Très bien. On est bien content. Très, très joli. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Vous étiez tout près, là? Oui, on va rien. On est arrivé à 2h du matin. Hein. J'en mets dans des albums photos et je trie par année, quoi. Il était au concert, le chien? Elle s'appelle Philippine parce que Johnny s'appelle Jean-Philippe. Elle connaît toutes les chansons par cœur et les entend toute la journée. Une tournée en forme de retour aux sources. Beaucoup de rock'n'roll, des guitares distorsionnées et des duos. Johnny, toujours debout. Et puis à Roland-Garros, à l'instant même, la victoire de Rafael Nadal en 4-7. Paul-Henri Mathieu, le Français, s'est défendu jusqu'au bout. Il a tenu tête à l'Espagnol numéro 2, mais il a finalement dû s'incliner. Voilà la victoire donc de Nadal en 4-7. Sans doute une grande tristesse pour le Français. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, 20h50 samedi soir avec Roberto Alagna, présenté par Michel Drucker. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.